Et c'est bien tribune politique, deux sujets au menu ce soir avec mes invités. François-Xavier Noumon, chroniqueur, bonsoir. Bonsoir Romian Noui, bonsoir chers amis téléspectateurs. Théodule Moussa, à nouveau bonsoir. Bonsoir Romuald, bonsoir à nouveau chers téléspectateurs. Voilà, le premier sujet à évoquer, à aborder ce soir avec vous, c'est bien l'indice 2019 de transparence des visas en Afrique. Le Bénin qui réalise des performances, qui est le premier sur le continent noir, après avoir gagné 30 places depuis 2016. Le nouveau rapport est disponible depuis hier. Ce rapport qui a été publié par la Banque africaine de développement, et donc nous allons opiner sur cette question. Qu'est-ce qui favorise le Bénin pour le maintien de cette performance? Non, on dirait simplement que c'est dans la droite ligne de ce que la nouvelle administration a essayé d'implémenter année après année à partir de 2016. Non pas une extension, ouvrir les frontières à tout vent, mais rendre notre pays l'accessibilité, l'accès à notre pays un peu moins compliqué que d'habitude. Le président de la République avait pris la décision, tout le monde s'en souvient, en août 2016, de faciliter, de changer de but en blanc tout ce qui avait comme disposition, et pour un certain nombre de pays, les possibilités d'accès à notre pays en leur facilitant la tâche pour l'obtention. Beaucoup de pays, un bon nombre de pays, je pense que même si mes souvenirs sont bons, tous les pays africains avaient la possibilité, étaient exemptés de visa pour ceux qui venaient, ceux qui voulaient bien venir chez nous. Pour un séjour de 90. Voilà, c'était dans un double objectif, ouvrir notre pays aux investisseurs potentiels, faire découvrir d'abord le Bénin, changer l'image de notre pays et rejoindre la cohorte de tous ces pays qui sont convaincus que c'est en s'ouvrant aux autres qu'on arrive à se développer, c'est en s'ouvrant aux autres qu'on est un peu plus sur la même, qu'on multiplie, on démultiplie les échanges. Et pour un pays qui veut impulser un nouveau cap dans son processus de développement et d'évolution, il était important de faire ces réformes-là. Après l'annonce du chef de l'État pour l'exemption de visa à bon nombre de pays africains, il y a eu la mise en place du e-visa qui permettait où que vous soyez, avec juste un poste d'ordinateur et une connexion, de pouvoir avoir votre visa en ligne. Et donc vous parlez du programme SmartGouv. Oui. Voilà. Il y a tout de même, c'est bien difficile pour des citoyens, même des expatriés, ou du moins des étrangers, d'accéder aux États, d'accéder au pays, parce que ce qui est mis en exergue ici dans ce rapport et dans le précédent d'ailleurs, c'est le critère d'attractivité et le critère également de facilité d'entrée à votre pays. Oui, Romuald, c'est tout à fait ça, parce que vous savez tout le travail que le gouvernement est en train de faire depuis 2016 dans ce sens, l'attractivité, c'est-à-dire ouvrir le Bénin à tous ceux qui viennent, ceux qui veulent découvrir le Bénin, en partant d'abord de l'aspect touristique, avec tout ce que toute l'énergie, tout le financement que le Bénin est en train le gouvernement est en train de déployer dans ce sens pour que le Bénin soit attractif. C'est d'abord ça, et puis les investisseurs, parce que nous en avons de gros bonnets en Afrique et dans le monde, qui voudraient découvrir le Bénin à travers les réalités d'aujourd'hui, la force de frappe, et toute la stratégie de communication, toute la stratégie d'engrangement de tout ce qui est facilité, possibilité, opportunité, surtout au pays. Je crois que tout ça a fait que, le pays aujourd'hui a gagné cette place, l'attractivité que le Bénin, le gouvernement a mis en place, et puis la facilité à entrer au pays. Je crois que tout ça... C'est vrai qu'il y avait quelques réticences à l'époque. Oui. On se souvient, après cette
déclaration du chef de l'État depuis Kigali. On se souvient de ces réactions. Est-ce que le Bénin n'est pas devenu un pays ouvert? Est-ce qu'il n'y a pas de risque où tout le monde peut rentrer comme on veut, aller faire comme ce qu'on veut, mais non. Cette ouverture, oui, mais avec beaucoup de rigueur. Tout est tamis. Il y a une grande tamis qui est mise en place. C'est vrai que c'est ouvert à tout le monde, mais c'est aussi tamisé, c'est aussi surveillé, je dirais, pour que n'importe qui, n'importe quoi n'entre pas pour faire ce qu'on veut. C'est très important. Et effectivement, cette crainte, est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui que c'est dissipé? Oui, je pense que c'était... pour un pays comme le nôtre qui, disons, vous savez, même pour avoir, jusqu'à encore récemment, avoir accès à des papiers, même faire sa carte d'identité, c'était parfois un parcours du combattant, donc les gens ne comprenaient pas de suite l'idée qui était derrière, qui était derrière ce que le chef de l'État avait annoncé. Donc, comme tout ce qui avait comme... projet, changement et évolution prôné par la nouvelle administration, il y a forcément, et ça c'est tout à fait naturel, les gens ont des craintes quand vous leur parlez de changement, les gens ont des craintes quand vous bousculez un peu leurs habitudes et leurs appréhensions. Maintenant, il fallait pas faire Sciences Po pour comprendre que même en dehors de ça, des pays comme le nôtre avaient déjà du mal à surveiller ses frontières, comme la plupart des pays subsahariens, même s'il y a beaucoup d'efforts qui ont été déployés. Mais ce que le chef de l'État avait implémenté ne visait pas les citoyens lambda. Et ce n'est pas, le Bénin n'était ni le premier ni le dernier pays à implémenter ce type de disposition. Je pense que même déjà en tant que Béninois, on pouvait rentrer dans un pays comme l'Afrique du Sud ou même le Brésil avec ces mêmes conditions. Dans ce qui était implémenté ne signifiait pas simplement que voilà, vous prenez votre sac et vous dites voilà, je me rends au Bénin et vous débarquez. Non, ce n'est pas ça. Pourquoi on a mis le e-visa en place? C'est pour renseigner justement, donner quelques renseignements sur vos moyens financiers, sur l'objectif de vos activités, l'objectif de votre visite et d'autres paramètres qui permettent à l'administration quand même d'avoir un aperçu de votre personnalité, de votre entourage, de ce que vous voulez faire dans notre pays. Voilà, ce qui change, c'est qu'on vous fait économie de tous les tracas qui sont inhérents à une demande de visa, à tout ce qu'il y a comme déplacement, dossier, ainsi de suite, parce que les feuillets peuvent très vite, ce qu'on vous demande comme papier peut très vite grandir. Donc c'est cette économie qu'on fait à tous ceux qui aspirent à découvrir notre pays. Et ça participe aussi d'un ensemble, d'un tout, la dématérialisation des procédés au niveau de l'administration qui touche aussi les nationaux de façon progressive. Je pense que dans quelques années, on fera économie de beaucoup de temps perdu ici et là à passer dans quelques administrations. Donc ça participe d'un tout, ça participe d'une vision globale qui veut que le Bénin se mette à la page, se mette à l'ère de son temps, à l'ère du temps, et qui veut que voilà, la plupart de nos services soient dématérialisés pour nous permettre de gagner du temps, de gagner en efficacité, en célérité, de créer de la valeur. Je pense que c'est la finalité. Un investissement. Il faut quand même faire remarquer, je le disais, 30 places de gagner pour le Bénin depuis 2016. Et non seulement cela, nous avons augmenté un score de 200%. Est-ce que cela se ressent sur, par exemple, cette disponibilité des étrangers à venir chez nous, des investisseurs? Forcément, l'organisme qui a édité le classement, je pense, n'est pas... c'est la Banque africaine de développement. Ce n'est pas fortuit, ce n'est pas anodin, puisque la Banque africaine de développement a des instruments de mesure qui leur permettent de jauger l'attractivité. Parce que quand vous parlez de développement, vous parlez d'économie, vous parlez
de social, vous parlez de transport, vous parlez de beaucoup de choses qui entrent en compte en termes d'amélioration des conditions de vie des citoyens. Donc la BAD a beaucoup d'instruments de mesure qui permettent d'apprécier de façon holistique le niveau de développement d'un pays. Autant l'amélioration des climats des affaires, justement on parle d'amélioration du climat des affaires, l'accès, la facilité d'accès à notre pays participe déjà à l'amélioration du climat des affaires. Et je pense que dans le critère du Doing Business, il y a l'accès, il y a la facilité d'avoir un visa pour un pays quelconque. C'est dans les critères que le Doing Business mesure. Donc, vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, on a fait quelques progrès aussi dans le Doing Business. Donc, encore une fois, c'est un tout qu'on mesure. En termes de retombées, on doit dire quand même que depuis 2016, le taux de fréquentation de notre pays par les touristes est en nette progression. Au niveau des investisseurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Vous allez voir, la plupart, il y a de plus en plus des projets portés surtout en partenariat public-privé. Donc ce ne sont pas simplement des véhicules d'investissement en monnaie sonnante et trébuchante, mais aussi c'est simplement parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'investisseurs étrangers peuvent déjà, primo, situer le Bénin sur une carte, avoir une visibilité déjà de loin sur ce qui se fait, ce qui se trame comme réforme structurelle, et la facilité d'accès à notre pays décuple un peu plus la volonté des investisseurs potentiels à franchir le pas et à pouvoir opérationnaliser leurs desseins. Donc, c'est encore une fois, je pense que progressivement, notre pays sera de plus en plus visible par ces quelques réformes-là, et en termes de dématérialisation de ces documents de voyage aujourd'hui, permet à notre pays, déjà à notre administration locale, de gagner en efficacité. Je parle des douanes, je parle des services aux frontières. Ça leur permet de gagner un temps fou en célérité, de se concentrer justement, la dématérialisation. C'est vrai que ou du moins le premier citoyen du Bénin a quand même eu quelques rapprochements avec l'Estonie, par exemple. Un certain nombre de pays qui sont bien avancés dans ce qui est appelé le numérique, et on est en train d'allier que ce soit tourisme, l'accès donc au Bénin et le numérique. Oui, comme le dirait l'autre, il faut toujours jeter un coup d'œil à ce qui se passe autour de soi ou un peu loin de soi. C'est ce que certainement le chef de l'État a essayé de faire au cours de ses voyages, consulter un peu qu'est-ce qui fait que ces pays-là ont beaucoup d'attractions touristiques, ont beaucoup d'investisseurs qui s'intéressent beaucoup d'opportunités. Je crois que c'est tout ça là engrangé, mis ensemble, que le président a développé, le gouvernement a mis en place, et voilà, nous en sommes là. 30% 30 places de gagner avec une percée de plus de 200%, c'est important. Et comme l'a dit François tout à l'heure... Est-ce que vous l'observez? Vous l'observez? Oui, ça s'observe. Quand vous faites le tour d'abord déjà à l'aéroport, à Cotonou, quand vous restez là une journée, vous observez le flux de tourisme, en tout cas d'étrangers qui viennent, des gens qui ne sont pas des Béninois, de l'Europe ou d'Asie ou de l'Amérique. Vous sentez que, attention, le Bénin est actuellement fréquenté. Mais quand vous faites aussi un tour dans les hôtels ou dans la ville de Cotonou, les centres commerciaux, vous voyez le monde qu'il y a. Vous sentez que c'est des touristes qui sont intéressés, qui ont envie, qui sont venus au Bénin, qui ont envie de découvrir ce que nous avons de merveilleux, ce que nous valorisons, ce que nous mettons sur la plateforme internationale depuis 2016 à travers les opportunités d'affaires, à travers le tourisme et la culture et tout. Vous savez, ça se sent. Pour moi, je pense que ça se sent. Et puis, c'est en préparation à l'agenda de 2063. 2063, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, la Banque mondiale, elle a dit dans l'Union africaine,
la Banque africaine de développement, pardon, l'Union africaine est dans ce système. Il y a aussi le Forum économique mondial, donc c'est dire donc c'est-à-dire ça a été étudié, vu, et amusé au pays fin et qui a permis au Bénin de se donner aujourd'hui un nom. C'est aussi une nouvelle porte qui s'ouvre, une visibilité qui s'ouvre au Bénin que nous devons saluer. L'autre chose, il faut dire aussi qu'il y a un pari que l'administration, l'actuelle administration s'est donné, c'est de faire du Bénin, de nos grandes villes, surtout Cotonou d'abord, un carrefour institutionnel. C'est-à-dire que, vous savez, aujourd'hui, pour preuve de la modernité, du niveau de développement des grandes villes de la sous-région, c'est à celui qui attire le plus possible les grandes conférences, les grandes rencontres, les grands formats institutionnels, ou les villes qui arrivent à attirer les sièges des grandes institutions également. Donc il y a ce pari-là que le gouvernement s'est donné. Et je pense que, encore une fois, il faut voir tous ces programmes de façon holistique, dans un grand ensemble, simplement parce que autant les infrastructures, tout comme aujourd'hui, voilà, où il y a eu un forum régional sur la santé primaire. Exactement, les infrastructures, ça c'est un tout. Nous avons les efforts infrastructurels pour aménager autrement la ville de Cotonou, qu'on le veuille ou non, même si elle n'est pas la capitale, est la vitrine de notre pays. Elle est la capitale économique. Donc la vitrine principale de notre pays, c'est la ville que tout le monde nous connaît, c'est la ville de référence. Quand on parle du Bénin, d'abord on parle avant tout de Cotonou. Nous avons donc le développement des infrastructures, nous avons le projet asphaltage. Donc le but, c'est de donner un tout autre visage à notre pays. Donc cela va aussi des facilités qu'on accorde aux investisseurs pour pouvoir installer les chaînes, les entreprises, mais aussi surtout les chaînes hôtelières, pour avoir des capacités, pour avoir des salles de grande capacité à même d'accueillir certains rendez-vous. Voilà, donc je pense que... pour que les gens pensent à venir chez vous, ce n'est pas simplement, vous pouvez avoir tout ce que vous avez comme infrastructure. Si on a du mal à avoir accès à votre pays, si pour prendre un visa, il faut voilà, énormément de tracasseries, attendre 20 jours, 30 jours, aller de gauche à droite, fournir n'importe des papiers dans tous les sens. Avant tout, parfois, c'est une affaire de perception. Ce n'est pas tant la réalité de ce qui se passe, mais c'est avant tout une affaire de perception. Et ces classements ont quelque chose d'important parce que tout de suite, psychologiquement, ça inscrit de façon consciente ou inconsciente dans l'imaginaire collectif au-delà de notre pays, que tient, voilà, en termes de ce pays quand même au niveau de l'accessibilité, ça place tout de suite, ça donne une démarcation positive à notre pays. Donc c'est pourquoi ça peut paraître, ce type de classement peut paraître anodin à beaucoup de gens, mais c'est un déclencheur positif et bénéfique à long terme pour notre pays. Parce qu'au-delà des infrastructures qu'il y a ou il n'y a pas, parce qu'on va comparer Cotonou à Abidjan, on va comparer Cotonou à Accra, on va comparer Cotonou à Lagos ou à Abuja, on va se dire, ah oui, mais là-bas c'est de grands pays, ils ont une autre tradition, ils ont une autre culture, mais de suite, on va dire, mais il est plus facile d'aller à Cotonou qu'aller à Lagos, il est plus facile d'aller à Cotonou qu'à Accra. Vous voyez, il y a ce classement, ainsi de suite. Donc c'est d'abord avant tout une affaire de perception et de bonne presse. Donc je pense que ce type de classement a le bénéfice de nous placer déjà sur la carte et de faire bonne presse à la destination Bénin. Et encore une fois, il n'y a pas d'autre issue que d'en récolter les bienfaits d'ici là. Est-ce que ce qui se cache aussi, ce qui se cacherait aussi derrière cette décision du gouvernement béninois, est-ce que ce n'est pas aussi d'appeler les autres États qui sont bénéficiaires de cette facilité-là, de faciliter, excusez les mots se rejoignent, de faciliter également l'accès des Béninois à leur pays? Oui, c'est un signal, c'est un message qui est lancé parce que quand vous écoutez les confrères, nos frères béninois qui sont dans d'autres pays,
D'ailleurs, en août, quand le président a lancé ce message, il y en a qui ont dit, mais ça c'est très intéressant. Mais nous, notre président est en train de faciliter l'entrée à certains, mais nous, ce que nous vivons à l'étranger, dans d'autres pays, il y a beaucoup de difficultés. Il y a trop de difficultés, vous ne pouvez pas circuler, la police est à votre trousse. Et puis c'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un signal que le président de la République a lancé aux autres. Et l'indice, en tout cas le classement qui vient de tomber, prouve que c'est quelque chose qu'il faudra imiter, quelque chose que ces autres présidents, ces autres pays doivent imiter et faire pour que cette phrase, en tout cas cette rubrique cette phrase que nous formulons, libre circulation des personnes et des biens, que ce soit véritablement effectif dans les habitudes, dans les comportements. Ce serait pour le bien de l'économie de ces pays-là. Parce que quand vous entendez nos confrères, on se dit, est-ce que nous, on n'est pas en train d'ouvrir nos frontières, nos portes du pays à tous azimuts? Mais en réalité, c'est pas ça. C'est pour l'avenir. Très bien. Sur ce sujet, parce que ça m'intéresse bien, je facilite l'entrée à des compatriotes d'un autre État ou de plusieurs États. Mais qu'est-ce que ces États font de mes concitoyens? Bon, je peux pas, je vais paraître expéditif, mais c'est pas le but. Vous ne pouvez pas, vous pouvez raisonnablement attendre que l'autre pays, vous rende l'appareil, mais ce n'est pas une exigence, c'est pas automatique, parce que chaque pays a sa façon, à sa diplomatie, à sa politique, exactement. Ce que nous pouvons déjà attendre, c'est que si nous ouvrons nos frontières je pense qu'à tout le continent africain, il y a d'autres pays, c'est que nous espérons que les investisseurs de ces pays, que ces pays apprennent à nous connaître et ces pays prennent du plaisir à nous visiter, que ce soit pour des affaires ou pour toute autre chose, que ces pays simplement nous aient à l'esprit. Simplement, encore une fois, parce que la finalité, c'est quoi? C'est le développement de notre pays. Alors, le développement est fouetté dans le bon sens par les échanges. Et quand on parle d'échanges, notre siècle a peut-être à tort ou à raison démontré aujourd'hui, et c'est la finalité du capitalisme, c'est que aujourd'hui les finances circulent beaucoup plus vite que les hommes. Aujourd'hui, vous pouvez être dans votre salon, vous avez peut-être du mal à avoir un visa en France ou avoir un visa pour Dubaï, mais il vous est quand même très facile d'envoyer vos pécules à Dubaï ou en France, personne ne le refusera. Si vous remplissez les conditions, c'est encore plus facile de faire circuler les capitaux que de voyager les personnes, et surtout pour les pays moins développés, ils ont un accès pratiquement interdit pour certains territoires, et c'est la croix et la bannière pour accéder dans d'autres pays. Maintenant, nous avons encore des enjeux beaucoup plus pressants et plus proches de nous. Nous sommes dans un bassin, dans un espace qui a fait de la libre circulation des biens et des personnes une formule sacro-sainte qui devrait être le déclencheur de notre bien-être commun. Et vous savez, aujourd'hui, c'est vrai, on peut circuler théoriquement avec sa carte d'identité nationale du Nigeria en Guinée-Bissau. Théoriquement. Mais pratiquement, c'est toute une histoire. Voilà, encore que pour un pays encore que les frontières béninoises sont les plus, je ne dirais pas permissives, mais sont les plus accueillantes, l'une des plus accueillantes de tout l'espace CEDEAO. Donc ça veut dire déjà que nous avons une certaine tradition d'accueil, d'hospitalité. Donc, pour l'espace, puisque c'est la frontière aérienne, pour le visa, bon, la frontière terrestre aussi, parce que quand on parle des visas, on pense tout de suite aux moyens aériens, au transport aérien. Ça vient simplement compléter ce qu'il y avait au niveau des frontières terrestres. Donc, encore une fois, le Bénin est plutôt, le Bénin est le seul pays qui a implémenté ça dans la CEDEAO. Le Bénin est plutôt un bon élève, et dans l'agenda de la CEDEAO qui vise un marché commun, un marché intégré, un marché de plus de 300 millions d'habitants qui devrait nous assurer prospérité et développement. Le Bénin donne simplement le bon exemple, mais les Béninois ne devraient pas... cette mesure a été implémentée en 2016, on est en 2019, le Bénin n'a pas été envahi. Donc voilà, donc les gens devraient se rassurer, et c'est plutôt, encore une fois, un bon signe, un signe positif pour l'attractivité de notre pays. Ça va avec l'amélioration du climat des affaires. C'est ce que nous escomptons, c'est ce que nous visons, que les investisseurs choisissent la destination Bénin.
C'est la finalité de tous ces efforts du gouvernement. Très bien. Chers messieurs, nous allons maintenant aborder le deuxième sujet de nos discussions. C'est vrai, on l'évoquait brièvement, mais nous parlerons du numérique encore, puisque ça a été lancé, ces salles numériques dans nos établissements, et avec la GANI, l'édition 2019 de la GANI, nous pouvons observer également qu'Aniki, les populations ont eu droit, ou du moins les apprenants de cette localité du Bénin ont eu droit à des salles numériques. L'objectif pour vous, la portée? Oui, cette initiative est une très grande portée. Je l'ai dit tantôt, le monde bouge aujourd'hui et il faut bouger avec le monde. Vous savez, pendant que nous étions peut-être au cours primaire ou au collège, il n'y avait pas cette possibilité, il n'y avait pas le numérique, c'était pas aussi avancé. Mais aussi aujourd'hui, nos enfants, nos jeunes frères vivent cette réalité, c'est de leur temps parce que le monde bouge. Je crois que ça permettra à ces apprenants de découvrir le monde, de découvrir ce qui se passe de l'autre côté du monde. Mais ça doit aller au-delà, parce que pas que si c'est pour découvrir rien que ça, il y a... Découvrir ce qui se passe et apprendre, c'est-à-dire vous découvrez, c'est que vous apprenez ce qui se passe et vous connectez ça à la réalité, c'est-à-dire ce que vous apprenez en classe, les cours qu'on vous donne, et puis vous faites des recherches à travers le monde. Je crois que c'est très important, c'est bien pensé, et c'est-à-dire le souhait, et puis en tout cas, je crois que c'est dans le programme de gouvernement, l'étendre sur tout le pays, parce qu'aujourd'hui, c'est environ 12 classes qui ont été... pour la première phase. Voilà, pour la première phase, je crois que c'est très important, c'est appréciable. Il va falloir l'étendre sur tout le pays et que ça soit vraiment l'ère du numérique et que le combat soit collectif. En fait, on est en train de parler de 24 salles parce que un dans le primaire et un dans le secondaire, par département. Et quand nous prenons, donc, par département, 2 salles, ça fait 24. Pour vous, la portée? Je veux dire que, vous savez, le numérique, il y a un ancien candidat à la présidentielle de notre pays qui avait dit qu'il était interdit que l'Afrique, les pays moins développés, l'Afrique des pays comme le nôtre, rate la révolution numérique. On n'a pas été au rendez-vous de la révolution industrielle. On ne peut pas se permettre de rater la révolution numérique. Aujourd'hui, c'est un impératif. Et d'ailleurs, quand vous regardez le programme d'action du gouvernement, le numérique a un secteur tout entier, a un plan de développement à part qui doit faire de ce secteur un levier de développement, un levier de création de valeur. Alors, cela dit, il faut coller maintenant, il faut y adjoindre un principe de réalité. Un principe de réalité de justice sociale. Tout le monde n'a pas accès à cet outil. Parce qu'aujourd'hui, même si les prix ont énormément baissé, avoir un poste ordinateur, ne serait-ce que pour faire la saisie, n'est pas, même si être dans Cotonou peut troubler notre vision, peut perturber notre vision des choses, tout le monde n'a pas accès à ça. Donc c'est d'abord, avant de parler même du contenu du numérique, c'est d'abord une preuve que le gouvernement a à cœur d'administrer la justice sociale. Il ne vous a pas échappé que on a commencé déjà, même si Niki est une grande ville, on a pensé d'abord aux villes qui n'ont pas le même accès à ces infrastructures pour commencer ce projet. Donc il faut pouvoir permettre à tous les apprenants, où qu'ils soient, aussi bien dans les milieux ruraux que les grands centres urbains, on devrait leur permettre d'avoir accès à cet outil. Les classes numériques d'abord participent d'une première étape, la familiarisation avec l'outil. Je pense que c'est la première des choses, parce que c'est important, sans ça, quel que soit de petits apprenants. Quel que soit, et je pense même que aujourd'hui on voit tout le monde, la facilité de tout le monde à manipuler le WhatsApp. C'est pas parce que vous manipulez WhatsApp que vous êtes familier avec les outils numériques. Il y a une grande partie des adultes dans notre pays qui sont complètement analphabètes de ce côté-là. Voilà. Donc c'est un correctif, c'est une preuve de justice sociale que d'offrir à ces apprenants, où qu'ils soient, la possibilité de se familiariser avec l'outil. En se familiarisant avec l'outil, d'abord, ils
ils auront de fait d'autres, ils développeront de fait d'autres compétences. Ils ne seront pas des adultes analphabètes dans le domaine du numérique. Et ce qui est visé, c'est que au finish, qu'il y ait quand même quelques potentialités, quelques génies qui se développent dans ce sillage-là. Parce qu'on veut bien, on rêve d'une nation où tout le monde, aujourd'hui, c'est pas seulement au Bénin, hein, c'est quand vous prenez les grandes entreprises qui dominent le monde du numérique, quand vous prenez les grands noms du numérique, c'est que l'horizon 2030, 2050, c'est que tout le monde, tous les adultes, tout le monde sache développer. Alors vous ne pouvez pas développer une application sans déjà vous familiariser avec l'outil. Donc déjà nous sommes dans une phase de familiarisation qui va permettre de démocratiser l'outil. Parce qu'en réalité, on a quand même pris du temps avec les grands. Quand je parle des grands, on est en train de constater là, et nous sommes d'ailleurs dans cette semaine-là, la semaine du numérique, de 12 au 16 novembre donc, et vous voyez l'émergence des startups, vous voyez la promotion des startups, vous voyez des Béninois qui inventent, qui développent et qu'on amène justement à des grands rendez-vous internationaux aussi. Et donc, après avoir fait ce choix, il faut faire le choix également des tout-petits, comme nous voyons aujourd'hui. Oui, il faut faire le choix des tout-petits parce qu'ils représentent d'ailleurs l'avenir. Parce que demain, c'est eux qui reçoivent les nouvelles notions de la technologie et qui doivent faire le travail. Je crois que c'est d'ailleurs dans cette optique que le gouvernement... Et ils s'adaptent très vite. Très vite. Quand le grand, l'adulte peut prendre du temps à assimiler un certain nombre de choses, mais très rapidement, le petit, très rapidement, c'est lui qui vous donne le coup, un certain nombre de coups par rapport à ces nouvelles technologies. Je crois qu'ils sont très adaptés puisque c'est de leur temps, je le dis une fois encore, et vous regrettez votre temps? Je ne regrette pas mon temps puisque je l'ai bien passé. C'est votre temps. Et c'est mon temps, je l'ai bien passé. Aujourd'hui, je jouis aussi de ces nouvelles technologies du numérique qui nous aident, qui m'aident aussi à être en contact avec le monde, à savoir ce qui se passe de l'autre côté. Mais aujourd'hui, on va au-delà, c'est ce que je dis, on va au-delà. On va dans un certain nombre de détections de compétences. De compétences, absolument. On veut avoir des développeurs, on veut avoir des génies. Des génies, Aujourd'hui, l'autre chose qui est importante, parce qu'on parle de création de valeur ajoutée, on parle d'économie numérique. Mais quand vous parliez à juste titre des startups. Mais encore une fois, quand on parle d'économie, c'est la même chose quand vous produisez de la tomate et des oignons. C'est le même procédé. Quand vous créez un produit, il vous faut des consommateurs. Si vous n'avez pas des consommateurs, dans ce cas bien précis, à la différence de la tomate ou du riz, vous n'avez pas besoin d'expertise particulière pour consommer de la tomate ou du riz. Mais pour le numérique, vous avez besoin de familiariser avec des plateformes, des outils. Vous avez besoin de pouvoir déchiffrer. On ne vous demande pas une expérience universitaire, mais vous avez besoin quand même pour faire mobile money, vous avez quand même besoin de quelques compétences pour pouvoir faire cela. Absolument. Donc si les enfants d'aujourd'hui, quand on essaye de familiariser, avec ces outils, ce sont les consommateurs de demain. Donc si on veut que les startups d'aujourd'hui puissent prospérer demain, pouvoir créer des emplois de façon pérenne et contribuer au développement de l'économie, il faut forcément dans le même temps développer un bassin de consommateurs capables de consommer ces produits. Donc l'État, en démocratisant cet outil, fait œuvre utile simplement parce que l'État travaille à assurer déjà de ce côté-là un marché pour permettre à ces startups, à cette pépinière de start-up de pouvoir se développer de façon pérenne. Donc parce qu'il ne sert à rien d'inventer parce que le but, la finalité, c'est de pouvoir vendre, c'est de pouvoir rentabiliser ces investissements, ces inventions. Donc l'État essaie de faire familiariser ces outils, de démocratiser l'outil numérique, mais aussi ce qui est visé, c'est pour pouvoir avoir une économie qui crée de la valeur, c'est de pouvoir préparer cette prochaine génération de consommateurs potentiels qui sont autant consommateurs, acteurs et qui permettront certainement à notre pays de passer un cap en termes de développement. Très bien, merci cher monsieur François-Xavier Noumon, merci à vous également Théodule Ronsa.